En juin 2015, soit 2 ans après l'effondrement du Rana Plaza, les survivants et les familles des victimes, soit 5000 personnes au total, ont enfin obtenu la garantie d'être indemnisées. Alors cette indemnisation, on la doit uniquement à la capacité qu'a eue la société civile, les citoyens un peu partout dans le monde, de se mobiliser et de faire pression sur les entreprises pour qu'elles indemnisent effectivement les victimes. Jusqu'à aujourd'hui, aucune des plaintes déposées par les victimes n'ont permis de leur apporter une quelconque réparation, donc ça devant les tribunaux. Aujourd'hui, soit 3 ans après l'effondrement, les victimes attendent toujours que les responsables de la catastrophe soient jugés devant les tribunaux au Bangladesh. Alors en théorie, ça devrait être possible et on a tous les instruments dans le droit existant, notamment dans l'Union européenne, pour permettre ce genre de poursuite. En pratique, il y a beaucoup d'obstacles, qu'ils soient financiers, qu'ils tiennent à l'information des travailleurs quant à leurs droits, qu'ils tiennent à la capacité pour ces travailleurs de trouver un avocat qui veuille bien porter leur cause en justice. Il y a simplement le fait qu'il est parfois difficile pour des travailleurs dans un pays déterminés, le Cambodge, le Bangladesh, le Sri Lanka, de mettre en cause la responsabilité de la multinationale qui achète les produits qui sont fabriqués dans ces pays que j'ai mentionnés pour les consommateurs par exemple les États-Unis ou dans l'Union européenne. Et ceci parce que l'entreprise donneuse d'ordre n'est pas toujours considérée comme responsable du comportement de ses partenaires commerciaux, alors même qu'il y a de plus en plus un consensus pour dire que toute entreprise doit faire preuve de diligence raisonnable, surveiller la chaîne d'approvisionnement. Ceci n'est pas toujours reconnu par les juges et qui ont des interprétations très variables quant à l'étendue de l'entreprise donneuse d'ordre. Ce sont les États qui ont le devoir de protéger les droits de l'homme et de fournir des voies de recours efficaces aux victimes de violations de droits humains. Pour ce faire, les États pourraient déjà travailler à rendre pratiques, accessibles, des possibilités de recours qui existent de manière théorique dans la loi. Deuxièmement, les États doivent créer une obligation légale de devoir de vigilance d'une entreprise donneuse d'ordre qui se fournit auprès d'une filière d'approvisionnement. L'objectif, c'est de rendre responsable l'entreprise et punissable en cas de violation de droits de l'homme au sein de sa filière d'approvisionnement. La France débat actuellement d'une proposition de loi de devoir de vigilance des grandes entreprises françaises vis-à-vis de leur filière d'approvisionnement. D'autres États comme la Belgique pourraient lui emboîter le pas et mettre aussi cette question-là à l'agenda de l'Union européenne. Alors, afin de surmonter les difficultés liées au caractère international des filières d'approvisionnement, plusieurs États proposent de discuter au niveau des Nations Unies d'un traité international contraignant relatif aux entreprises et aux droits de l'homme. On ne parle pas encore de contenu, mais en gros, quelques hypothèses circulent. Ça pourrait tout simplement être un traité qui vient renforcer les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme qui ont été adoptés en 2011 par les Nations Unies. Ça pourrait donner aussi un traité d'assistance mutuelle légale entre États, faciliter le fait qu'un État puisse appliquer un jugement rendu dans un autre État, un jugement qui condamnerait par exemple une entreprise pour violation des droits de l'homme ou des droits des travailleurs. C'est aussi un traité qui pourrait donner, pourquoi pas, une juridiction internationale qui serait compétente pour traiter des cas de violation des droits des travailleurs par des entreprises ou au sein de filières d'approvisionnement d'entreprises.